discussion. Ludovine de la Rochère, d'abord sur cette décision du Parlement européen qui inclut la GPA dans la directive contre le trafic des êtres humains. Est-ce que vous vous félicitez de cette décision, portée notamment par l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy? Alors, c'est un pas en avant dans le bon sens. Il est vrai que c'est la première fois que la gestation pour autrui, autrement dit la pratique des mères porteuses, est inclue dans une directive européenne, c'est-à-dire un texte qui est contraignant pour les États et qui, théoriquement, est retranscrit dans les législations nationales. Il y a une petite nuance sémantique, c'est l'exploitation de la GPA et non la GPA. D'ailleurs, franchement, j'ai du mal à comprendre vraiment la nuance. Il est bien indiqué, parce que donc, ce texte, il a d'abord une introduction, un préambule, si vous voulez, qui précise les conditions dans lesquelles les articles mêmes, qui ont été votés à la quasi-unanimité, seront à mettre en œuvre. Et il est précisé, premier point, que là, on parle de gestation pour autrui quand la femme est forcée ou quand c'est obtenu par la ruse. Quand la femme qui porte l'enfant. Hein. Quand la femme, la mère porteuse, est forcée, parce que c'est la directive sur la traite humaine. Et donc, ils sont sous un angle spécifique. Ils considèrent que ça correspond à certains cas. Moi, je dirais, la gestation pour autrui, elle est toujours forcée. Il y a toujours manipulation, abus de faiblesse ou exploitation de femmes en situation de pauvreté économique, sociale, etc. Mais il y a des femmes qui ont un libre arbitre et qui décident par elles-mêmes. Dans toute forme d'exploitation humaine, vous avez des personnes qui se disent consentantes, ce qui d'ailleurs est dit dans ce texte-là, curieusement. Oui, il y a l'abus de faiblesse, il y a la manipulation, il y a l'affectif, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais l'autre, dans ce préambule, il est aussi indiqué que ce texte, et en particulier ce paragraphe, n'aura pas vocation à obliger les États à changer leur législation sur la GPA. Autrement dit, que leur législation soit en faveur de la GPA ou interdisant la GPA. Ça veut dire qu'il y a un peu une forme de coup d'épée dans l'eau en termes d'effectivité. Malgré tout, ça rapproche la gestation pour autrui de la traite humaine, premier point. Et deuxième point, dans des pays comme la Grèce, où il y a des déplacements de mères porteuses, etc., là, l'aspect traite humaine est très visible. On peut penser que ce sera positif pour ces femmes en risque d'être victimes de cette forme d'exploitation, qu'il y aura une arme supplémentaire pour les États qui, pour le moment, ne font rien. Mais, encore une fois, plus largement, la gestation pour autrui est par nature une exploitation de la femme, une chosification de l'enfant. Et elle génère un trafic international d'êtres humains dans tous les cas. Une décision qui intervient, je le disais en préambule, au moment où Marion Maréchal a pris position contre la GPA. C'est vrai qu'il y a un flot de violence qui s'est abattu sur elle. Et la question qui est posée depuis quelques heures, donc, c'est est-ce que c'est homophobe de s'en prendre à la GPA, de prendre position contre la GPA ? Oui, Ludovine, si vous voulez, alors, on va faire un tour de table. De fait, quand on voit une photo où on voit... on va revoir ce tweet qui était donc pour réagir aux deux nouveau-nés du couple de monsieur Jacques Mus, qui mettait son bonheur en scène sur les réseaux sociaux en rappelant que ses deux enfants étaient nés de GPA. La gestation pour autrui, elle est pratiquée par des couples hommes-femmes, par des couples d'hommes et des hommes seuls. La gestation pour autrui, je le disais à l'instant, dans tous les cas, elle est absolument inacceptable, humainement, etc. Mais que ce soit 2 hommes ou un homme seul, le fait qu'on vous présente un nouveau-né avec une absence évidente de la maman... Femmes, hein. Il y a des femmes qui font appel à la GPA, et là, c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment du confort pur, et c'est assez... Alors, ça, c'est encore autre chose. Non, mais je pense à des stars américaines qui l'ont fait pour ne pas avoir de vergéture. C'est du confort pur, et c'est franchement vertigineux. Mais encore une fois, de toute façon, la gestation pour autrui, elle est inacceptable. Après, en plus, là, on vous montre, on met en scène une photo où la maman, qui vient d'accoucher, a disparu. Elle est effacée, comme dirait le féministe, elle est invisibilisée. Et pardonnez-moi, des tout petits bébés qui n'ont pas de maman, qui sont arrachés à leur mère et qui n'auront pas la tendresse et les bras d'une mère, moi, pour ma part, quand c'est volontaire, délibéré, cela me révolte. Et encore une fois, c'est pas la question de leur sexualité. Ce serait la même chose pour un homme seul. Et je pense que c'est le cri du cœur, je l'ai compris comme ça en tout cas, de Marion Maréchal. Où est la mère ? La polémique se focalise sur ce cas particulier, mais oui, c'est vrai que ça peut scandaliser tout autant si ce sont des femmes. Écoutez d'abord Olivia Morel, donc née de GPA et qui milite contre la GPA sur cette polémique autour de Marion Maréchal. Je pense que Marion Maréchal n'a pas voulu faire une polémique homophobe contre Jacques Mus et son mari. Je pense qu'elle a posé une question qui est réelle, où est la mère, et ça en va pour les parents hétérosexuels comme les parents homosexuels.
c'est vrai, où est la maman? On enlève la maman, on arrache la maman, on efface la maman dans la gestation pour autrui. On arrache un enfant à sa mère. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire. Alexandre Devecchio, c'est étonnant parce que la GPA est donc interdite en France. On a bien compris qu'on peut contourner la loi d'une certaine façon. Ce n'est pas interdit aux Français d'aller à l'étranger, dans un pays où c'est légal. Et vous avez la circulaire Belloubet de 2013 qui reconnaît le statut de ces enfants nés à l'étranger. Mais quand vous dites que vous êtes contre la GPA, vous êtes soit homophobe, soit d'extrême droite, ou pire. Oui, et d'ailleurs, beaucoup de membres du gouvernement considèrent que c'est un progrès, pendant que le Parlement européen semble commencer à faire marche arrière. C'est étonnant, c'est pour la première fois, je trouve que l'Europe prend une position raisonnable. Je pense que c'est important, parce que souvent, on se sur les réformes sociétales, au nom des beaux sentiments, de la tolérance, on fait des pas en avant sans mesurer parfois toutes les implications, et je pense que ça a des implications. Malgré tout, la société est fondée sur la famille traditionnelle, et de créer comme ça des enfants qui ne connaîtront pas leurs parents biologiques. Je pense que ça peut être déstructurant. Il ne faut pas écouter les demandes qui évoluent dans notre société. Il ne faut pas savoir les écouter. Ce sont des demandes particulières. Je ne suis pas sûr que ce soit une demande générale. Il ne faut pas non plus céder à toutes les volontés individuelles. Les citoyens ne sont pas des enfants gâtés qui ils veulent un enfant malgré la nature, malgré la vie, malgré leur choix. Et vous estimez que deux pères ne peuvent pas rendre un enfant heureux ? C'est différent. C'est pas la même question. Ils peuvent adopter. Par exemple, dans la loi française, là, ça implique un tiers, si vous voulez, qui effectivement peut être d'une certaine manière exploité. Donc je pense que c'est quand même des questions éthiques lourdes. Et le mot traite des êtres humains, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais si c'est le bon mot, moi je crois que la traite des êtres humains, ça veut dire l'esclavage en gros. Et l'esclavage, on ne le réforme pas, si vous voulez, on l'abolit généralement. Nathan Devers, l'amour peut-il à lui seul justifier la GPA ? C'est une question, tout à l'heure, quand vous m'avez demandé... Vous êtes le philosophe de service que je vous la pose. J'étais pour ou contre, je ne savais pas vous répondre, et je ne saurais pas vous répondre, parce que je pense que c'est une question éminemment difficile. D'abord, il faut la connecter à la réalité concrète qu'il y a derrière, aussi bien pour les gens qui peuvent faire appel à la GPA, pour des situations qui sont très différentes. Alors vous avez cité des Américaines qui veulent pas avoir des vergetures, etc. Mais il y a aussi des situations de femmes qui peuvent avoir des problèmes de santé et qui ne peuvent pas faire elles-mêmes un enfant. Il y a des couples homosexuels, il y a des couples hommes-femmes, etc. Il y a plein. Et Alexandre vient de rappeler que l'adoption existe et qu'elle est légale. D'accord. Et puis en face, il faut aussi voir la réalité de la mère de la femme qui va engendrer un enfant, qui va devoir l'abandonner juste après, qui n'entendra plus jamais parler de lui. Enfin, il y a de la douleur, je pense, des deux côtés. Il y a eu un rapport du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, il y a quelques années, qui est très intéressant à lire parce qu'eux-mêmes sont éminemment mitigés. Et ils disent en fait la question de la GPA, c'est l'affrontement de deux grands principes qui sont pourtant au fronton de notre société, le respect de la dignité humaine et le respect de la liberté individuelle. Et le CCNE, alors il finissait par donner une sorte de cadre, mais si vous voulez, il voyait bien qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose d'encore plus important au milieu. Il y a quelque chose de plus important que tout cela, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Entre ces deux notions que vous venez de... Oui, mais alors justement... C'est ça qui doit être au sommet de cette pyramide des valeurs. Et c'est vers là que je voulais aller. C'est que je trouve qu'il y a une manière... Moi, j'ai pas de certitude là-dessus. Je suis pas dogmatique. Il faut écouter les enfants, et je connais pas la réalité concrète. Mais je trouve qu'il y a une manière de donner son avis dans ce sujet. Vous citiez le tweet de Marion Maréchal. Je pense qu'il ne faut pas se mentir là-dessus. Marion Maréchal, elle est en campagne. Où est la candidate. Quand on est candidat et en campagne, évidemment, on le sait. Il y a les séries le sentiment que campagne ou pas, elle a réagi assez spontanément à cette photo. On le fait en sachant qu'il y a toutes les connotations du monde. On le fait avec des communicants. On le fait en voyant très bien la répercussion. Donc évidemment, surtout, on peut rappeler quelles étaient les positions de Marion Maréchal pendant le mariage pour tous et les manifestations contre le mariage pour tous où elle était contre sa propre tante. Mais en 2017, Emmanuel Macron disait pas autre chose que Marion Maréchal il y a 2 jours. Hein. Mais il dit toujours la même chose. Et il le dit toujours. Il le dit toujours. La GPA. C'est une chose d'être contre la GPA, ça en est une autre que de désigner 2 personnes qui viennent d'avoir leur enfant, en disant où est la maman, etc. Avec évidemment une sorte de très juste remarque d'Éric Tegner, qui eux-mêmes ont choisi de mettre sur la place publique leur fierté d'avoir un enfant par GPA. C'est un constat du réel. Et moi, je pense aussi, encore une fois, que c'est un cri du cœur. Vous n'avez peut-être pas encore d'enfants et vous n'êtes pas mère par définition, même si vous avez des enfants. Et je pense vraiment que cette... En tout cas, je l'ai lu
perçu comme un cri du cœur. Sur la photo, où est la mère? Et je vais vous dire une autre chose, de la gestation pour autrui, pour des raisons très cyniques. Aujourd'hui, vous avez, de manière quasiment systématique, un enfant qui est conçu, donc dans le cadre d'une PMA, avec les ovocytes d'une autre femme, enfin d'une femme, le sperme de l'un des hommes du couple ou de l'homme du couple homme-femme. Cet enfant est conçu in vitro et il est inséminé dans le ventre de la mère porteuse. Pourquoi fait-on comme cela? C'est pour pouvoir dire à la mère porteuse, ce n'est pas votre enfant, c'est l'enfant d'une autre femme, ce n'est pas votre enfant, vous n'avez pas de raison de vous y attacher, donc il s'espère par là moins de contestation quand l'enfant est arraché à la naissance. Cela implique aussi que la mère porteuse va devoir subir des injections d'hormones à dose importante tous les jours de la grossesse, dans les mois qui précèdent, et tous les jours de la grossesse pendant 9 mois, avec des risques pour la santé, désormais les études le prouvent, avec toute la lourdeur de ce que cela peut représenter. Et donc, au final, on ne sait pas, et d'ailleurs Marc-Olivier Fogiel le reconnaissait lui-même dans un livre, finalement, qui est la mère de l'enfant. Donc vous voyez, il n'y a pas d'enfant sur la photo. Ces petits jumeaux ne seront pas dans les bras de leur mère. Alors, une chose chers amis, et il y a des gens qui n'ont pas pris la parole encore sur ce sujet. Je voudrais... Leur mère, c'est terrible, c'est terrible. Je vous disais, cette jeune femme, Olivia Morel, elle va vraiment alimenter notre débat, parce que là, on l'a entendu lors d'une interview hier avec Dimitri Pavlenko sur Europe 1, mais cette femme qui milite donc contre la GPA, née il y a plusieurs dizaines d'années d'une GPA, donc milite énormément, a fait une vidéo récemment qui a beaucoup fait le tour sur les réseaux sociaux, où elle raconte vraiment sa souffrance, quand est-ce qu'elle a compris qu'elle était de GPA, les effets que ça a pu avoir sur elle, les manques qu'elle a ressentis tout au long de sa vie. Écoutez ce témoignage vraiment important, vraiment intéressant, et qui va alimenter la suite de la discussion. Selon moi, la gestation pour autrui devrait juste être abolie. Il n'y a pas de régulation possible à la traite d'êtres humains, à la vente d'enfants, à l'utilisation du corps de la femme comme incubateur. Tout ça, pour moi, c'est irréel. J'ai l'impression d'être dans une science-fiction, à la limite. Donc l'abolir, pour moi, est la seule option. Pour moi, le plus traumatisant dans la gestation pour autrui et pour n'importe quel enfant, et c'est là où ça devient émouvant pour moi, c'est la séparation de la mère qui porte l'enfant pendant 9 mois et qui va ensuite céder l'enfant. Et j'avais besoin de savoir comment s'était passé et comment s'est déroulé cet instant-là. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'était essentiel pour moi de le revivre. L'accouchement s'est extrêmement bien passé. J'ai été prévue un 10 décembre. Et donc, quand je suis née, elle n'a pas pu me prendre dans les bras. J'ai été directement donnée à mes parents d'attention. Et je pense que ça a été le premier traumatisme, en tout cas, qui a malheureusement écrit le reste de ma vie. Je pense qu'il est toujours compliqué, en tant qu'enfant, de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendu, et que la personne qui nous a fait grandir, qui nous a portés, qui nous a nourris pendant 9 mois, en qui on avait confiance, qu'on devait voir à la naissance, nous a vendus. L'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Il n'y a que ça qui doit prévaloir dans les décisions qui seront prises ou non à l'avenir concernant cette demande de certains. C'est un témoignage parmi d'autres. Et je comprends très bien que cette jeune fille se sente complètement abandonnée et puisse se sentir abandonnée, qu'elle soit aujourd'hui à la recherche de ses origines, qu'elle se sente mal dans sa peau. Je le comprends très bien. Il y a aussi à côté de cela des enfants nés de GPA qui se portent très bien et qui sont très heureux. J'en connais un certain nombre. Mais j'appelle chacun quand même à bien mesurer et contrôler ses propos, parce qu'il y a des enfants nés de GPA qui nous écoutent et il ne faudrait pas qu'ils se sentent stigmatisés ou qu'ils pensent qu'ils aient fait uniquement l'objet d'une transaction financière, parce que derrière les GPA, il y a aussi toujours de l'amour. Il y a peut-être de la souffrance pour certains enfants, mais à la base, il y a quand même toujours de l'amour. Je vais vous dire, je suis très partagé sur ce sujet. Honnêtement, il y a une forme de victime de cet amour. Je ne sais pas si le mot est choisi, parce qu'encore une fois, c'est très difficile. Mais elle est victime de l'amour. Ont commis cet acte, pardonnez-moi, ceux qui ont signé un contrat
payer une somme très importante, retirer l'enfant Ils l'ont fait par amour. Mère. Ils l'ont fait par amour. Mais, pour elle. Mais pardon, par amour. Ils l'ont fait par amour pour leur enfant. Mais arracher un enfant à sa mère par amour, excusez-moi, il y a une contradiction. Ouais. Et donc, vous dites, et Nathan disait tout à l'heure, il ne faut pas être dogmatique, et vous dites qu'il ne faut pas... Et bien sûr qu'il faut être délicat, ces enfants n'y peuvent rien, c'est évident. Mais nommer les choses et dire les choses, un peu comme sur la photo, il n'y a pas de maman, et bien le fait que l'enfant est l'objet d'un contrat... Karima, c'est Karima ensuite. Ce sont les faits. C'est bien pour ça que je vous dis que je comprends tout à fait cette jeune femme qui se sent manifestement abandonnée. Moi, qui suis très très proche de ma mère, par exemple, je n'imagine pas une seconde grandir sans ma mère. Je n'imagine pas avoir été privé de ma mère durant mon enfance, durant mon adolescence, parce que je l'aime énormément. Ou que votre mère vous ait abandonné. Mais à côté de cela, je conçois aussi totalement que deux parents, deux pères puissent donner énormément d'amour à leur enfant. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et encore une fois, des enfants peuvent complètement s'épanouir dans ce cadre-là. Mais vous partez avec une carence affective Olivia Morel à la naissance. Alors, je voudrais juste qu'on puisse donner la parole, qu'on distribue un petit peu la parole. Karima, je sais que ça fait réagir à beaucoup de monde. Et Eric, bien sûr. Non, mais c'est un sujet, évidemment, que c'est tout à fait... Elle avait une souffrance en elle qu'elle ne s'expliquait pas depuis la naissance. C'est un sujet qui est tout à fait émotif. Je pense que tout le monde a réagi fortement à tout ça. Je trouve ça intéressant ce que vous avez dit, Yoann, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses en jeu. Quand j'écoute le témoignage de cette dame qui est née Olivia Morel par GPA, je pense que son témoignage est bouleversant. Il faut entendre ces témoignages, c'est important pour savoir comment ces personnes ont grandi, comment ça s'est passé. Dans son cas particulier, ce qui est quand même, disons, une spécificité de son histoire à elle, c'est que je pense qu'elle n'avait pas été au courant de la chose. On lui a caché la chose pendant 30 ans, donc il y a ça aussi. Et la mère porteuse était sa mère aussi biologique, de ce que j'en ai compris. Donc il y a vraiment eu un arrachement. C'était une femme qui était vulnérable aussi, sa mère biologique. Comme beaucoup de femmes qui louent leur utérus. C'est ça. Donc ça, c'est une chose pour cette dame. Par ailleurs, je pense que c'est aussi, je trouve que souvent quand on parle de ce sujet, c'est souvent des personnes bien portantes qui ont des enfants, tout va bien. Ils n'ont pas cette réflexion aussi sur les motivations, pourquoi certains parents décident donc d'aller vers ce chemin et pourquoi certaines femmes acceptent aussi. Moi, évidemment, quand je vois des histoires d'horreur, quand on voit par exemple dans des pays, on l'a vu même en Ukraine, quand on voit ce qui s'est passé en Thaïlande, des femmes contraintes, des usines à bébés en Inde. Et là, on est vraiment sur de la traite d'êtres humains. On parle même de GPA low cost. Donc, on va aller dans des pays comme ça, il y a vraiment une exploitation. Avec des garanties sur... des promos Black Friday. Oui. Et puis, vous pouvez rendre l'enfant si s'il a un souci à la naissance. Évidemment, tout ça, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est absolument, je veux dire, c'est horrible, c'est abject, ça ne devrait pas exister, cette exploitation, cette traite d'êtres humains. Et c'est sur ça qu'a statué l'Union européenne cette semaine. Cela étant dit, malgré tout ce qu'on peut dire ici, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il va y avoir quand même une certaine résistance. Il y a ce qui se passe en Europe et il y a ce qui se passe en Amérique du Nord. Oui. Et qu'on le veuille ou non, ça existe. Il y a des femmes, et je sais que ça peut choquer, mais je peux vous parler notamment au Canada ou au Québec. Je ne dis pas moi aussi sur ces choses-là. Je suis très sensible comme femme. L'idée de louer, entre guillemets, son ventre, son utérus, c'est quelque chose qui paraît contre nature. C'est tout son propre corps. Mais c'est peut-être justement l'intérêt de l'Europe en ce moment, c'est peut-être se démarquer de cette idéologie anglo-saxonne que vous êtes en train de décrire, Karima. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que je pense qu'il y aura deux pôles. D'un côté, il y aura des pays qui vont résister à ça. Est-ce que dans quelques années, on va complètement s'éloigner de la GPA? On va dire non, c'est pas une pratique vers laquelle on veut aller. Et de l'autre, vous avez, par exemple, en Amérique du Nord, aux États-Unis, c'est un marché, on va se le dire, c'est carrément un business. Vous pouvez pratiquement aller... Elle est née aux États-Unis, Olivia Morel. Quel ovule, le sperme, tout ça, vous pouvez tout choisir votre mère porteuse. Est-ce qu'elle est végane? Est-ce qu'elle a un diplôme? Est-ce qu'elle a quel est son puits? C'est un catalogue. Qui ont des Et au Canada, c'est différent. C'est quelque chose, on dit, d'altruisme. Vous ne pouvez pas rémunérer les mères porteuses. Vous pouvez, certaines dépenses pendant la grossesse. C'est ce que certains veulent appeler la GPA éthique. Tout le monde gagne de l'argent sauf la mère porteuse. Tout le monde gagne de l'argent sauf la mère porteuse. Au Canada? Non, dans les pays... Mais il y a des cas, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est pour ça que je vais juste exposer ce qui existe en ce moment, parce que je peux vous en parler, ça existe au pays, au Canada. Moi, j'ai vu des cas de mères qui avaient, par exemple, plusieurs enfants. Elle dit, moi, j'ai eu mes enfants et je le fais par altruisme parce que tel ami, tel couple ne peuvent pas avoir d'enfants. Moi, j'ai eu ma famille et je le fais pour vous. Donc, c'est des cas qu'on voit...
Mais il y a aussi des agences de GPA commerciales au Canada. Mais absolument, aussi, tout à fait. Et la nature est toujours de produire un enfant pour des tiers et de retirer cet enfant, de l'arracher à sa mère. Pour l'enfant lui-même... Et ça, tout à fait. Quand on est dans la marchandisation du corps et tout ça, moi, évidemment, j'ai vraiment un grand problème. Si je peux me permettre juste un élément. Moi, je suis pas le philosophe du plateau. Non. Pour moi, la sensibilité, ça compte pas parce que c'est manipulable. Demain, on peut avoir un témoignage. Oui, après, un autre témoignage. Ça compte. Moi, ce qui me dérange, je vais vous dire, c'est qu'en fait, c'est toujours le même. Mais il y a assez peu de recul. Des enfants nés de GPA et qui sont capables d'en parler aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Justement, Julien. Justement, la clé, c'est pas de compter est-ce qu'il y a plus ou moins de victimes. La clé, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir une société où demain, en fait, il y a le bien et il y a le mal. On ne doit pas pouvoir faire le mal uniquement parce que vous êtes d'accord et parce qu'il y a un contrat. En fait, la loi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous appelez le mal ? La loi, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, priver, alors tout le monde sait, priver un enfant de son père ou de sa mère, ce n'est pas bien. C'est pas parce que quelqu'un va le vouloir, va être d'accord, c'est pas parce que l'enfant finalement va être content que ça n'empêche pas que c'est mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Julien, la société, la loi, elle est censée être meilleure que l'homme. C'est pour ça qu'on vit en société. Et ça, on a du mal aujourd'hui à le rappeler. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'être ensemble. Et donc, on peut comprendre les cas individuels. Mais à un moment donné, justement, le législateur, lorsqu'il va se poser, il va induire cette question de la morale. Et non la question, parce que demain, dans ce cas-là, on va aller sur l'eugénisme. On va se retrouver dans 15 ans sur un plateau. On va dire, effectivement, on va aller trouver quelqu'un qui va être augmenté, qui aura été sélectionné, qui aura un QI de 150. Est-ce que vraiment, il va dire, non, j'aurais préféré être à un QI de 80 ? Non, pas du tout. En fait, tout le monde sera content de se retrouver dans cette situation-là. Mais est-ce que c'est la société dans laquelle on veut vivre ? Est-ce qu'on pense que c'est ça qui est être bien ? Et en fait, on refuse de se poser cette question-là parce que pour les hommes politiques aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'ils sont en permanence justement mus par cette société de la communication. On le sait, on est journaliste, on est dans les médias. C'est très dur de dire la vérité. Favorable à la légalisation de la GPA. Mais vous savez, mais la GPA en est... Aucun parti politique n'est favorable. Il n'a pas de parti politique, il n'est pas au pouvoir. Le simple fait d'en parler depuis 20 minutes montre favorable à la GPA montre qu'on y est déjà. Lorsqu'on parlait il y a 3 ans du fait que justement mettre en place en même temps les amis l'adoption pour les couples homosexuels à l'arrivée sur la GPA, on disait mais non c'est faux, c'était comme à l'époque mariage pour tous, la PMA, etc. En fait, quand Emmanuel Macron se prononce contre la GPA, mais laisse dire quand même à ses ministres, etc., que ça pourrait, c'est quoi ? C'est qu'eux, ils sont pas fondamentalement contre. Ils pensent juste que la société n'est pas prête. Donc ça veut dire qu'ils sont incapables en tant qu'hommes politiques de poser un acte concret parce qu'ils pensent simplement qu'il faut évoluer. Non, ils pensent que c'est trop tôt. Il y a un côté assez inéluctable. J'ai l'impression qu'il y a un côté assez inéluctable. Mais il ne joue pas son rôle de politique, d'imposer quelque chose qui ne sert à rien. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il est favorable aux retranscriptions des filiations, donc il est favorable au principe de la GPA. Non, mais naturellement, vous n'allez pas laisser des enfants sans identité. Enfin, mais ils ont un acte de naissance établi à la naissance, comme tous les enfants du monde, et heureusement d'ailleurs, ils n'ont aucun besoin de la retranscription. On peut vivre en France avec un acte qui a été légalement établi à l'étranger. Il est reconnu en France. Mais quand on est élevé par des Français sur le sol français, on acquiert la nationalité française. Sur cette question, c'est du pipeau complet qu'on entend en général. Il nous reste 3 minutes avant le point JT. Je voudrais qu'Alexandre Devecchio et Nathan Dever apportent un dernier commentaire. Non, moi je vais abonder dans le sens d'Éric Techner. Je crois qu'il ne faut pas prendre effectivement la question par les individus. D'ailleurs, on est dans une société où on s'intéresse trop à l'individu. Et c'est important d'entendre ces jeunes, cette femme. Oui, mais effectivement... et d'ailleurs, je pense que c'est la seule maladresse de Marion Maréchal. Elle a été très à droite politiquement parce que ça a relancé le débat, mais moi j'aurais pas ciblé des individus même s'ils se mettent en scène. Et de la même manière, le témoignage dramatisant ne prouve rien. Mais par contre, effectivement, je n'irai pas sur le bien et le mal parce que c'est un côté religieux, mais j'irai sur les principes. Un homme politique, une société doit se donner des principes et à mon avis, des principes qui sont plus grands que l'individu ou que le désir individuel de chacun. Et le rôle des politiques, c'est parfois de résister au désir individuel pour justement préserver l'intérêt général. Et je regrette qu'on ne réfléchisse pas davantage comme ça. Et je pense que voilà, un principe supérieur
d'une société civilisée, pardonnez-moi, c'est justement de ne pas permettre la traite d'êtres humains. Vous avez 2 sujets en un. Cette question de marchandisation qui paraît impensable, ça paraît impensable d'acheter un être humain, et en même temps, vous avez cette considération à prendre de la détresse de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous avez lu dans mes pensées, c'était littéralement ce que je voulais dire. J'ai un côté philosophe, moi aussi, vous savez. Mais la détresse... On se connaît, on se connecte. Mais depuis tout à l'heure, il y a des femmes qui veulent le faire, et certaines exceptions. Il y a ça aussi, c'est ça dans l'équation aussi. Bien sûr, c'est vrai. Choquant. Et vous écoutant les... Alors Nathan et Yves Ludovine, pour terminer rapidement, les amis. Vous écoutant les uns et les autres depuis tout à l'heure avec attention, je trouve qu'il y a vraiment 2 types d'arguments que vous avez mobilisés. Il y en a un sur la marchandisation. Et en effet, j'y suis parfaitement sensible, je pense que c'est très important. Encore qu'il faille juste remarquer une chose, c'est que la marchandisation des corps, elle existe dans notre société. Quelqu'un qui a un métier pénible et qui sait qu'il va avoir des conséquences Pierre Berger, sur parce que là, vous allez déraper ne me là-dedans. coupez pas la parole, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a un métier pénible et qui sait qu'il va avoir une maladie grave, etc., il est dans une logique moindre, évidemment, mais où son corps est exposé à des périls liés à son métier. Donc ça existe aussi, cette logique-là. C'est un cas extrême. Ensuite, non mais j'entends cet argument et je pense qu'il y a un enfant, Nathan. Je ne mets pas sur le même plan. Je dis juste que j'entends l'argument sur la marchandisation. Je remarque que c'est un mécanisme qui est déjà à l'œuvre dans notre société de manière moindre. Le deuxième argument que j'entends et qui, par contre, ne me semble pas recevable, c'est un argument de la réduction de l'existence au biologique. Vous ne pouvez pas être heureux si vous n'avez pas, dans votre contexte, vos 2 parents biologiques qui sont présents ou si vous avez été séparés d'eux. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, moi j'ai dit que c'est pas le bonheur. C'est ce qu'a dit Olivia Morel. Elle sentait un manque, elle a ressenti tout son enfance. Mais je voulais juste conclure là-dessus. Qu'on lui a menti, qu'il manquait ce que vous avez dit, il y avait quelque chose d'intéressant quand vous avez cité ce cadre de la GPA éthique au Canada, qui est une GPA non marchandisée, qui est une GPA qui ne passe pas par une séparation. Là, c'est un cadre où on ne rentre pas dans le premier argument et on est uniquement dans le second. On ne va pas pouvoir faire de la politique pour les cas particuliers. Encore une fois, c'est la question. J'ai pas de certitude, c'était juste les arguments que je considérais. Et je trouve qu'il y en a certains d'ailleurs qui sont en fait littéralement les mêmes que ceux qu'on sollicitait sur le mariage pour tous ou sur l'adoption. Ou sur la PMA, d'ailleurs. Il nous reste une petite minute. Ludovine, concluez, s'il vous plaît. Je vais quand même souligner que là, on parle de réduire la femme au statut de productrice d'enfants pour des tiers. Que ce soit marquant ou pas, quand on défend, je pense que vous êtes féministe, Nathan, favorable à la dignité de la femme, au respect de la liberté de la femme, utiliser une femme à des fins de production, c'est quand même incroyable. Et pour moi, les termes de GPA éthique sont des oxymores. L'utilisation de la femme, la chosification de l'enfant, ça ne peut pas être éthique. Et un enfant, d'ailleurs, on ne le vend pas, mais on ne le donne pas non plus. Personne n'est le propriétaire de l'enfant. Et s'approprier une personne ou louer une femme, par exemple, eh bien, ça correspond juridiquement à la définition de l'esclavage, de la traite humaine. Bon, juste une dernière question, Ludovine, parce que vous êtes beaucoup documenté sur le sujet. Je me demande, est-ce qu'il y a des mères porteuses qui le font pour une motivation purement humaine? Est-ce que ces cas existent? Il y a des cas qui existent, mais en fait, quand on examine de près, et il y a eu un certain nombre de témoignages en Inde, aux États-Unis, etc., il peut y avoir des pressions familiales, des pressions amicales, et c'est pour ça que je disais qu'il peut y avoir une forme d'abus de faiblesse, c'est-à-dire une forme de chantage, et les femmes n'osent pas refuser. Mais quand on est exploité, il y a toujours, encore une fois, dans toute traite humaine, il y a des victimes qui se disent consentantes. 23h30, après cette discussion, on va